Bon mardi, chers auditeurs, peu importe en fait la journée auquel vous écoutez le podcast, c'est un peu, intemporel. La semaine passée, on a parlé dans l'édito de ce qui s'était passé au PLQ avec la candidature, entre autres d'Anne Deblois, puis bon, comment le parti se cherchait, ses repères. Mais là, on a atteint en fait une nouvelle étape dans ça, c'est-à-dire que c'est pas unique au PLQ, c'est-à-dire que tous les partis d'opposition maintenant, en fait, leur sujet, c'est le PCQ. Et là, on a eu des sorties de Marois Risky où, bon, là, le PCQ lui fait peur, elle a peur. Qu'est-ce qui. Là, tu te dis, mais c'est à croire que le PCQ, en fait, est le gouvernement sortant de la manière dont elle parle, parce qu'elle n'a rien à dire sur la CAQ de François Legault. Ils n'ont rien à nous dire en quoi ils peuvent être une alternative au pouvoir qui est en place, mais ils ont peur du Parti conservateur du Québec, qui, rappelons-le, n'a toujours aucun député d'élu à l'Assemblée nationale, mais ils ont peur. Elle a peur, peur, peur. Puis tu as écrit un texte là-dessus, Simon, qui est disponible pour les gens qui veulent le lire sur justement notre Patreon et sur le Dark Channel sur Facebook. Euh, Qu'est-ce que tu voulais dire un peu par là? Tu t'as appelé ton texte les craintes, comment tu l'as Le phrasé? malaise mal placé de Marois Risky, ben, c'est ça, c'est parce qu'elle Absolument. elle est allée ses ondes de LCN il y a pas trop longtemps, ben, TVA Nouvelle, LCN, c'est toute la même chose, pour, tu sais, pour dire qu'elle avait un malaise avec monsieur Duhem. «J'ai un malaise avec monsieur Duhem, j'ai un malaise avec ses propos. Il ne dit pas la vérité sur ce qui est arrivé, avec la pandémie, le traitement à l'égard des non-vaccinés, des choses comme ça, blablabla». Bon, tu sais, c'est pas là-dessus que je me suis concentré, moi, parce que la semaine dernière, Yann et toi avait déjà eu l'occasion d'exposer, puis il y en a d'autres aussi qui l'ont fait. Je sais que Jeff Fillion à Radio Pirate l'a fait également. Il y en a d'autres qui l'ont fait, d'exposer jusqu'à quel point que c'était ridicule comme propos d'avoir un malaise, d'avoir peur d'Éric Duhem en quelque sorte. Ben, Moi, mon surtout qu'il propos, mentait, là, en fait, c'est parce ben que, oui, juste pour rappeler aux gens qui n'ont peut-être pas entendu ces critiques-là, c'est que elle, dans son. Qu'est-ce que Éric Duhem a dit? Il a dit la vaccination a presque été forcée au Québec. Les gens se sont sentis obligés pour toutes sortes de raisons. Mais à quoi il fait référence? Passeport vaccinal, de un. De deux, aux gens dans la santé, dans d'autres endroits qu'on a dit ben, si vous ne l'êtes pas, on va probablement vous sacrer à la porte ou on va vous suspendre sans solde. Et elle a dit ça, c'est pas vrai, ça n'a jamais été obligatoire, mais on peut retrouver très facilement sur Internet en 2 clics. euh, des déclarations du PLQ où il exige la vaccination obligatoire. Et ben oui. Marois Risky aussi a parlé de ça, là. Donc là, regarde, je l'ai ici, là. Je l'ai trouvé, ça n'a pas été très long. Novembre, je crois, 2021. Dominique Anglade demande la vaccination obligatoire. Pas nous autres Ouais. qui l'avons inventé, mais là, aujourd'hui, ils disent non, non, c'est jamais arrivé. On n'a jamais dit ça. Éric Duhem, c'est un menteur. Mais là, à un moment donné, c'est parce qu'on est capable de retrouver ce que vous dites là, sur Google, là. C'est pas si compliqué que ça quand même. Ben non, puis ça ramène quelque chose qu'on a déjà discuté, toi et moi, puis je sais que tu en as discuté avec d'autres aussi, de dire que, ben là, c'est parce qu'en quelque part, effectivement, on est capable d'aller sur Google, comme dirait Jean Oui, Charest, c'est ça. puis puis on est capable de retrouver ce que vous avez dit, surtout il y a pas si longtemps que ça. Fait que ça traduit, je sais pas, ça traduit une forme de mal, je sais pas si c'est une forme de malhonnêteté intellectuelle ou simplement de naïveté de penser qu'on soit pas capable de retrouver ça ou d'un peu des 2. Mais bref, c'est pas fort du tout. Mais moi, c'est pas tellement là-dessus que je me suis concentré parce que je trouvais que vous aviez déjà bien couvert le sujet, là, Yann, toi, puis d'autres également. Alors moi, mon propos, quand je dis que le malaise de Marois Risky est mal placé, quand elle va porter son malaise en droit direct du M, moi, en gros, c'est que si on résumerait en une phrase mon texte, c'est de dire que quand tu es dans une maison de verre, tu essaies de ne pas tirer des roches chez les autres. Parce que si elle cherche des raisons d'avoir un malaise, Madame Risky, ben, elle a juste besoin de regarder dans la cour de son propre parti, en quelque part. T'sais. Puis là, dans mon texte, j'expose plein de situations, c'est-à-dire tant des cas d'espèce, des exemples concrets, bon, on pourra rentrer dans le sujet, puis également aussi, on pourra en reparler après, mais vraiment plus d'un point de vue de positionnement politique et la situation dans laquelle le PLQ, qui était jusqu'à tout récemment, puis ça me fait de la peine d'une certaine manière de dire ça, là, mais qui était jusqu'à tout récemment un grand parti. Ce qui me fait de la peine, c'est de parler au passé, je veux dire, parce que tu dis là, ça regarde pas bien pantoute, puis c'est un peu sur ça notamment qu'on va élaborer aujourd'hui, mais juste par exemple, quand Marois Risky dit bon, ben j'ai un malaise avec Éric Duhem, je veux dire, ben
si elle en cherche des sources de malaise, Marois Risky, encore une fois, qu'elle jette un coup d'œil dans sa propre cour. Juste ce que tu as ressorti il y a quelques instants, tu sais, moi, je suis vacciné. Bon, j'ai aucun problème avec les vaccins et tout ça, mais tu sais, ces déclarations-là là, sur, tu sais, de toujours exiger le passeport vaccinal, ce que tu as ressorti avant et tout, J'en ai on d'autres. Je peux les partager à l'écran. ben oui, Écoute, on est en août 2021. Là, on parle d'exiger ça des professionnels de la santé. Le PLQ propose d'étendre ça aux professeurs d'école. Et qui on envoie pour parler? Marois Risky. Et voici ce qu'elle dit. Sur les ondes de LCN, elle déclare qu'à choisir entre ces deux options, soit la possibilité de perdre des enseignants d'expérience en matière d'éducation, elle préférerait voir un professeur vacciné en classe, même s'il possède peu ou pas d'expérience, plutôt qu'un enseignant expérimenté mais non vacciné. L'intégrité physique des enfants, pour moi, c'est la priorité. C'est non négociable. Donc, elle disait, elle faisait à croire aux gens qui écoutaient, là, puis elle allait sur des tribunes pour expliquer que des professeurs qui ne sont pas vaccinés, c'était dangereux pour les enfants, mettaient leur vie en danger, et qu'à choisir, elle préférerait mettre à la porte, s'il était au gouvernement, des enseignants d'expérience, de qualité, qui ont choisi de ne pas prendre le vaccin pour des raisons qui les regardent. Et elle aimait mieux mettre des kidams en avant de la classe vaccinée. C'est pas moi qui l'ai inventé, les gens peuvent le retrouver. Journal de Montréal, 23 août 2021. C'est quand écoute, même assez extraordinaire. Après ça, elle vient dire: «Ah non, quand Éric Duhem dit qu'il y a un chantage au vaccin au Québec, il exagère, c'est pas vrai.» écoute, il y aurait tellement de choses à décortiquer de cette simple déclaration-là, là. D'une part, il faudrait voir, est-ce que les jeunes à l'époque, disons, là, de 12 ans et plus, avaient eu accès à la vaccination? Je me rappelle plus à partir de quelle date. On sait déjà que les plus jeunes, ben oui, tu peux avoir des cas d'exception, puis c'est toujours triste, c'est des gens très jeunes, c'est qui sont, même s'ils sont moins à risque au virus, une bad luck arrive, comme ça peut arriver avec n'importe quel virus respiratoire et tout, mais tu sais, d'être confronté à une situation prof vacciné avec expérience ou prof moins d'expérience, non, prof non vacciné mais expérimenté versus le contraire, c'est-à-dire un professeur peu expérimenté mais vacciné, ou encore pire, je veux dire, pas de prof pantoute. Je serais curieux d'avoir la déclaration. Je serais curieux qu'on pose la question à Marois Risky maintenant, parce qu'on le voit actuellement comment c'est un bordel de recul, tu sais, que le manque de professeurs à l'aube de la rentrée, de dire ben, Madame Risky, est-ce que vous trouvez que c'est encore d'importance un an plus tard que le professeur soit vacciné ou pas? Ou si juste avoir un prof dans la classe, ce serait déjà pas pire, tu sais? Fait qu'il y a, il y a tout ça, là. Puis déjà à l'époque, on commençait à avoir des indices sur, tu sais, les vaccins qui sont pour empêcher la transmission sont moins bons qu'on pensait. On ne remet pas en doute la question de, de protéger contre les formes graves de maladie, etc. Mais ça a déjà été discuté maintes fois, mais c'est juste cette déclaration-là. Si on fait juste revenir au propos de dire que tu aimes mieux, en quelque part, pas avoir de service, parce que concrètement, ça aurait pu revenir à ça. Heureusement que ces obligations-là, finalement, le gouvernement Legault a reculé à la dernière minute, mais c'est parce qu'on s'en allait vers une situation de bris de service plutôt que d'être servi par quelqu'un de non vacciné. C'est éminemment problématique. J'ai déjà eu l'occasion de parler dans un édito précédent d'un membre de ma famille qui a attendu 4 jours à l'urgence. Tu te dis, bon, ça, c'était il y a quelques mois. C'était bien après, heureusement, que Legault ait renoncé à toutes ces obligations vaccinales-là. Mais une chose que je peux vous dire, c'est que moi, rendu là, si la personne dans ma famille aurait pu ne pas passer 4 jours à l'urgence, mettons qu'il y aurait eu plus de personnel qui aurait été vacciné ou pas, ça aurait été sans importance pour moi. C'est juste, tu peux avoir plus de personnel, vacciné ou pas, peu importe. Anyway, cette personne-là, elle est elle-même bien protégée, bien vaccinée et tout. C'est juste, s'il vous plaît, pouvez-vous juste comme offrir le service, là, les enjeux de vaccination pour ce qui est de la prestation de service, ça Ben, c'est m'apparaît ça. plus pertinent. Là. Non, Le non. simple fait qu'ils aient caressé ces options-là, et puis là, il y a plein d'autres exemples. Écoute, là, si vous pouvez même aller voir, vous avez accès sur le site de l'Assemblée nationale aux transcriptions officielles des points de presse. Si vous ne vous rappelez plus exactement c'est où, là. Et j'en ai un qui date d'octobre 2021 où Dominique Anglade est avec Marois Risky et il demande encore au gouvernement de rendre la vaccination obligatoire. T'sais, là, c'est pas nous qui l'avons inventé, c'est eux. Et le simple fait d'avoir caressé cette idée-là, en pleine pénurie de personnel. Écoute, on se rappelle que euh, M. Roberge, de son prénom Eddie Van, euh, nous entretenait encore la semaine dernière qu'ils ne sont pas certains d'avoir des professeurs dans chaque classe.
Et eux, dans ce contexte-là, parce que ça date pas d'hier, les pénuries de professeurs, la pénurie de personnel, puis les problèmes de main-d'œuvre et ouais, un petit peu partout. Le simple fait que des gens ont pensé, dans un contexte où il manquait des milliers et des milliers d'infirmières, de médecins, de tout ce que tu veux, des listes d'attente qui en finissent plus, du délestage, des jeunes qui n'auront peut-être pas de professeurs dans leur classe. Le simple fait qu'ils aient pensé à l'idée de dire, ouais, ceux qui ont choisi de ne pas avoir de vaccin, on va vous foutre à la porte ou vous suspendre, c'est j'ai même pas de mots pour qualifier ça, mais c'est d'une stupidité sans nom, là. C'est je veux dire, en dehors de tout jugement moral, là, ça n'a aucun sens d'avoir ni même pensé à cette éventualité-là. À la limite, qu'ils donnent des bonus ou des incitatifs aux gens pour le faire, c'est une chose, mais d'aller se priver d'une main-d'œuvre, surtout qu'on sait aujourd'hui, puis encore quelqu'un m'écrivait récemment pour me le dire, qu'en ce moment, dans les hôpitaux du Québec, le personnel de santé qui a la COVID, même malade, on leur demande de rentrer travailler. Ben On voilà. dit: «Tu te mettras un masque N95, là, puis c'est pas grave, même si tu tousses puis tu fais de la fièvre». C'est là Ben qu'on est rendu un an plus tard, là. Tu sais, à un moment donné, il faut se rendre compte du degré d'absurdité dans lequel on est tombé, mais semble-t-il que la grande menace, là, c'est vraiment le PCQ. Je sais pas si on élargit un peu là-dedans, est-ce que tu penses que, heu, comme le PCQ est visiblement dérange énormément parce qu'il remet en question une espèce de consensus, un genre de statu quo, heu ce qu'a été pendant un certain temps, en plus, le Parti libéral, c'est ça qui est épouvantable quand on y pense, c'est que tu te dis: «Bon, le Parti libéral de Jean Charest s'est fait élire en 2003 avec un programme bien plus à droite que celui» un programme, je ne parle pas des faits réels, là, mais le programme de la réingénierie de l'État, il devait couper 5 milliards de dépenses publiques, mettre des gens à la porte, puis toute la patente. Finalement, ça a été, grosse annonce, petit magasin. Mais mmh après ça, on a eu Couillard dans un deuxième temps qui s'est fait élire avec bon, il faut redresser les finances publiques, faut chaque dollar compte, on va couper ci, on va faire ça, on va réduire les dépenses de telle affaire, l'État va se serrer la ceinture. Et là, tout d'un coup, le Parti libéral, même c'est ça qu'on s'envoyait avant de commencer, sont carrément rendus à jouer dans les mêmes plates-bandes que Québec solidaire, entre autres avec le fait de présenter des candidatures comme celle-ci dans Arthabasca. Les libéraux qui présentent Luciana Arantes, une madame qui, en 2018, avait des propos euh, complètement hostiles aux libéraux, critiquait Couillard, parlait de l'austérité, disait que bon débarras quand les libéraux sont partis du pouvoir et qui militait ouvertement pour Québec solidaire. Et là, elle dit non, non, mais c'était dans le temps, j'ai changé d'idée, j'ai toujours. Elle dit même dans l'article, c'est très drôle, elle dit j'ai toujours été libéral. Je ne sais pas, il faudrait peut-être lui rappeler ses anciennes déclarations. Là. Mais Ben voilà. comme tu dis, je serais curieux de parler à des anciens organisateurs ou des anciennes personnes qui sont comment je dirais ça, Ben, des des éminences militants. grises du parti, parce que j'aimerais savoir ce qu'ils pensent de ce qui est en train de devenir leur mouvement politique. Là. Tu sais, on parle quand même on parle quand même du parti de Jean Lesage, de Jean Charest, de Robert Bourassa, à une certaine époque de d'autres personnes. Et là, c'est en train de devenir une espèce de. En fait, c'est en train de devenir une espèce de PQ/QS moins l'indépendance. C'est Ben, là qu'on s'en va. Là. c'est parce que pour ce qui est des éminences grises, les organisateurs, tu sais, on le voit, il en reste beaucoup moins qu'avant, là, des anciens, tu sais, des éminences grises. Je veux dire, la députation du PLQ, les anciens qui restaient, qui étaient plus dans les châteaux forts, puis qui étaient ceux qui avaient le plus solide, le plus d'expérience, le plus de profondeur. Ils ont à peu près tout annoncé qu'ils ne se représentaient pas. Pour ce qui est des organisateurs, surtout que ne veulent pas aller faire de l'organisation pour le PLQ dans le contexte actuel, tu sais, à moins d'un miracle, tu sais que tu n'auras probablement pas de job après l'élection. Tu sais, il y a même des employés de circonscription présentement qui doivent être pas mal stressés, tu sais, pour savoir s'ils vont encore avoir un job après le 3 octobre. Fait que c'est sûr que ce qui reste au niveau de l'organisation, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, j'en connais personnellement des gens qui ont beaucoup d'expérience. J'ai un nom en tête en particulier qui est vraiment un militant de longue date du PLQ depuis bientôt une quarantaine d'années, qui est là présentement. Mais autrement, il y en a beaucoup moins qu'avant. Fait que déjà en partant, c'est un indice de comment ces gens-là se sentent par rapport à ce que le PLQ propose actuellement. Mais pour ce qui est des militants, par exemple, ça, j'aimerais ça poser la question parce que ça existe au PLQ des gens là, qui approchent 80 ou qui ont même dépassé 80, qui sont libérales depuis une cinquantaine d'années.
Et ces gens-là, j'aimerais ça les entendre, notamment ce que la commission jeunesse proposait là, récemment quand il était question de socialisation des logements par les villes. Je veux dire, je sais pas ce que ces gens-là vont faire parce qu'il y a des gens qui disent: «Ben, écoute, j'ai toujours voté libéral». Puis je dis pas ça d'une manière condescendante. Des gens qui disent, tu sais, ça fait, tu sais, quand tu milites aussi longtemps, parce que je parle pas juste de voter pour un parti politique, je parle de militer. Puis il y a des gens, quand ça fait comme 5 décennies, quand ça fait plus d'un demi-siècle que tu milites à une place, tu te dis, ben écoute, cette fois-ci, c'est pas fort, mais après l'élection, il va avoir ça va être l'occasion de faire le ménage. Puis bon, fait que je le sais qu'il y en a qui vont peut-être y aller un peu la tête basse, mais qui vont quand même voter pour eux. Je sais pas si pour le PLQ, je sais pas si ça va être le cas de tout le monde, mais il y en a d'autres, je me dis, je serais quand même, ben c'est ça, j'aimerais ça savoir vraiment qu'est-ce qu'ils en pensent, voyons, de ces idées-là, puis est-ce qu'ils se reconnaissent là-dedans actuellement. Puis d'ailleurs, tu sais, la communauté historique anglophone du Québec qui s'éloigne de plus en plus du PLQ, on va voir qu'est-ce que ça va donner concrètement en fonction de la répartition du vote. Là, pour ce qui est des circonscriptions, je pense principalement à l'ouest de l'île de Montréal. Mais tu sais, je le vois encore récemment dans certains groupes Facebook que je suis de communauté anglophone, puis de plus en plus, c'est des trucs du PCQ qui sont partagés et pas des trucs du PLQ. Fait que je me dis, tu sais, et ça aussi, ça donne un indice que, tu sais, avec tout le cafouillage autour du projet de loi 96 au printemps dernier, ben, c'est que le cœur traditionnel du PLQ, il est de moins en moins là, finalement. Puis ça s'explique, là. C'est pas sorcier ce qui se passe actuellement. C'est que l'offre du PLQ, l'offre politique que propose le PLQ actuellement, à toute fin pratique, elle n'intéresse plus personne. Et je m'explique, je l'avais exposé dans mon texte, puis je remercie, c'est un de mes amis qui a attiré mon attention là-dessus, là, il saura se reconnaître. Mais je vais l'expliquer peut-être en langage un peu plus populaire actuellement, c'est que si tu prends la CAQ, ben la CAQ, c'est assez facile à définir, c'est pas mal boomer town, là, on s'entend, là, je veux dire. Puis encore une fois, si vous êtes un boomer, puis vous nous écoutez, vous faites pas partie de ce groupe-là, boomer, c'est beaucoup une question d'âge, mais c'est pas nécessairement ça, ça peut être une question d'état d'esprit aussi. Des boomers qui ont mon âge, il y en a. C'est quelque chose qui existe. Fait que la CAQ, c'est boomer town. QS, ben, c'est vraiment campé très à gauche. Je pense notamment avec ce que tu as sorti hier sur la faction riposte socialiste. T'sais. QS, c'est campé très à gauche. C'est anti-establishment. Ça, on le comprend bien, on le conçoit. Là, pas besoin de s'éterniser là-dessus. Ben, le PQ, c'est mort, là, honnêtement. Pas besoin de s'éterniser davantage là-dessus. Ouais, il reste Le... quelques caribous qui Non, sont non, c'est encore là, ça. puis c'est tout. Là. Sinon, ils ont tous migré à la CAQ, tu sais, alors voilà. Le PCQ, ben, qu'on soit pour ou contre, c'est quand même bien campé. C'est eux autres qui sont vraiment positionnés davantage. Oui, il y a l'enjeu des mesures sanitaires, mais non, Éric Duhaime n'est pas l'homme d'un seul enjeu. Donc, le PCQ, on connaît, c'est eux autres qui ont vraiment pris une position différente par rapport aux autres partis de manière significative quant aux mesures sanitaires, mais également aussi, c'est vraiment les seuls actuellement qui remettent en doute les vaches sacrées du modèle québécois, de tout au système public. Fait que ça, tu sais, eux autres, qui ont vraiment, tu sais, leur position, elle est bien définie. Tu sais, ça répond à un certain besoin, à une certaine, tu sais, il y a un appétit pour ça. Et ce chiffre à combien, on verra rendu à l'élection, mais il y a un appétit pour ça. Maintenant, pour ce qui est du PLQ, ben, tu dis, c'est comme là, ça a comme avant, tu sais, c'était le parti de l'économie, du développement économique, des libertés individuelles. C'est encore, j'en parle dans mon texte, c'est encore dans leurs valeurs, dans les grandes valeurs libérales. C'est sur leur site web notamment. C'est dans un ouvrage aussi qu'ils ont publié il y a quelques années. Mais c'est un vieil ouvrage de Claude Ryan qui a été réédité puis mis à jour et tout ça là, sur les valeurs libérales. Donc, c'est encore dans leurs valeurs techniquement, mais actuellement, on regarde leur positionnement. Tu te dis, ben là, c'est genre ça a comme viré pas mal, ça a comme Ah, viré pas mal à gauche, tu sais, notamment, mais pas exclusivement leur aile jeunesse, mais c'est pas QS non plus. Fait que c'est quoi? Fait que tu dis, ben, ça a viré à gauche, mais ça demeure quand même, tu sais, dans la tête. Là, je parle dans la tête des gens, là, de monsieur, madame, tout le monde. Le PLQ, tu associes quand même ça à l'establishment, tu sais, même si le discours économique est beaucoup moins là, c'est quand même quelque chose que tu associes encore beaucoup à l'establishment, que ce soit de manière plus, tu sais, monde des affaires ou quoi que ce soit, même si on peut se questionner à savoir si c'est encore le cas aujourd'hui. Mais l'establishment, ça peut viser également les vaches sacrées du modèle québécois. Il n'est pas question de s'interroger par rapport sur la vente d'alcool ou sur la prestation de services. Alors que Jean Charest l'avait fait justement en 2003 de s'interroger sur le privé en santé, des choses comme ça. On n'est plus là du tout. Fait que c'est genre, dans la tête de monsieur, madame, tout le monde, c'est genre pro-establishment, mais à gauche, ça l'a genre viré nationaliste, mais vaguement, mais c'est pas souverainiste, ça reste encore fédéraliste. Je veux dire, pourquoi quelqu'un, ma foi du bon Dieu, voterait pour ça, finalement? Ça s'adresse à qui, ça? Ça s'intéresse à qui? Ça parle à qui, ça? Il y a peut-être une exception que je vois, on en parlera peut-être dans la partie Patreon, là, mais de manière, disons, dans les grandes lignes,
je vois pas c'est quoi l'attrait de ça pour la population en général. C'est ça le malaise. Ben, en fait, ça, c'est un des grands malaises du PLQ actuellement. Puis ça explique la situation dans laquelle il se trouve, notamment la difficulté de recruter. Je ne sais plus son rendu où, mais jusqu'à récemment, il était dernier. Il était derrière le PQ en ce qui était du recrutement des candidats pour combler les postes dans les 125 circonscriptions du Québec. Puis là aussi, mais la communauté anglophone qui s'éloigne, d'un sondage, ça va pas bien. Bref, tous les déboires qu'ils connaissent actuellement. Ben, ceci explique cela finalement, donc voilà. Tu sais, je regarde le proposition, là, puis là, j'ai pas eu le temps de décortiquer toute la plateforme au complet. Éventuellement, on le fera, là. Mais tu sais, au dévoilement de leur slogan, qui est très mauvais, là, votez Très mauvais. vrai, vrais enjeux, vraies solutions, beaucoup trop long. On ne sait pas trop de quoi ils parlent. Bon, tu vois, j'ai quelques propositions. Là. Bon, les baisses d'impôts, ça, c'est bien, malgré qu'ils promettent d'hausser certaines autres impôts qui, à mon avis, ça me paraît plutôt impossible. Donc, je ne crois pas trop à leur idée de hausser des impôts. Convertir toutes les garderies non subventionnées en garderies subventionnées afin que tous aient un tarif de 8,70 par jour. Je ne suis pas sûr là, que la solution passe par l'unidimensionnalité du modèle comme ça. Création de 50 000 logements sociaux. Un médecin de famille pour tous. On l'a Promotion du projet ECO. J'ai jamais entendu ça de ma vie, qui vise à entraîner l'économie de la province dans un virage vert. Bon, là, fait qu'un petit peu de. Tu sais, c'est beaucoup du slogan, tu sais, c'est des bonnes paroles, des bonnes intentions. Tu sais, on veut un petit peu de greenitude, un petit peu de logement social. Mais tu sais, honnêtement, sans farce, là, le Parti conservateur du Québec, qui porte le nom conservateur parce que c'était le branding qui était disponible. Mais si le PLQ n'existait pas, il pourrait très bien s'appeler le Parti libéral du Québec sans aucun problème. Là. Parce que c'est lui qui fait la promotion de la liberté individuelle, de la liberté d'entreprendre, de la liberté de propriété, tout ça. Et le PLQ, je me demande ce qui reste de libéral, en fait, dans ce branding-là, parce que là, la création des logements sociaux, convertir les garderies en garderies subventionnées, verdir l'économie. Tout le monde est pour la tarte aux pommes. Là. Et verdir l'économie, OK, ouais, mais qu'est-ce que ça veut dire? Parce que là, ça venait aussi avec l'idée de nationaliser et voilà. l'hydrogène. Je sais. Tu sais, moi, quand c'est rendu que imaginez les gens qui nous écoutent, là, vous êtes rendu dans un contexte politique qui a tellement dérivé vers la gauche que le Parti libéral vous parle de nationalisation. Il faut quand même le faire, pareil. Oui, et puis le virage vert notamment, si on prend cet exemple-là, c'est que ça se ferait, tu sais, comme un peu la saveur du PLQ actuellement dans son ensemble, c'est que c'est encore tout de haut en bas, tu sais. C'est que c'est un État, tu sais, vu qui prend beaucoup de place, top-down, qu'on dirait en anglais, qui arrive, puis ça se fait de haut en bas, au lieu de, tu sais, plutôt favoriser des initiatives. C'est plus au niveau de, tu sais, de l'entrepreneuriat, puis, tu sais, des différents modèles d'affaires, tu sais, que ça vienne Exact. davantage du secteur privé. Fait qu'effectivement, on peut très bien dire que le Parti libéral n'a de libéral que le nom actuellement. Notre ami Vincent Geloso dirait que ça ne date pas d'hier, ça. Bon, on pourra en débattre, mais actuellement, c'est pire que jamais. Fait que là, tu dis, ben, effectivement, je le vois pas. C'est quoi l'attrait? Puis tu vois, les garderies, là, l'affaire de nationaliser ben, de convertir les garderies non subventionnées, ben, la CAQ est sortie avec ça il y a quelques jours. J'ai un texte du Devoir, j'ai un texte du Soleil devant les yeux, Radio-Canada, Journal de Montréal. Bon, est-ce que c'est la CAQ qui a volé ça au PLQ? Ou je ne sais pas qui a la paternité de ça en premier, là, qu'importe, mais voyez-vous, c'est encore une fois, on se distingue. C'est quoi, quelle est l'offre politique innovante ou, ben, ou même carrément intéressante du PLQ actuellement? Encore une fois, pourquoi je voterais pour ça? Puis tu sais que tout le monde ait un médecin de famille, on l'a déjà entendu, celle-là. Là. Concrètement, qu'est-ce que vous proposez de nouveau pour y arriver? Puis je vais plus loin que ça. Pourquoi qu'on devrait vous croire? Finalement, c'est pas comme s'il avait manqué l'occasion de le Ouais. faire depuis 2003. Là. Donc, Je suis sur leur site web en ce moment. Ils ont une section qui s'appelle 27 propositions. Pour trouver quelque chose qui s'adresse aux préoccupations des gens, il faut quand même fouiller assez loin. Là. Je vous en lis une, puis après ça, on la commande, puis on va s'en aller sur Patreon pour le reste, là, si vous voulez nous suivre. Là. Mais je veux dire, c'est assez particulier. Là. Ils veulent remplacer
l'OQLF, l'Office québécois de la langue française, par l'Office de protection de la valorisation de la langue française. Il reprendrait sous son aile certaines ressources existantes de l'OQLF, incluant les antennes régionales. Bref, une patente de langue française que, tu sais, je veux dire, je me mets à la place des gens, là, des personnes qui nous écoutent, là, qui vont à l'épicerie, puis c'est rendu 7-8 piastres une livre de beurre, 4-5 piastres une douzaine d'œufs. C'est ça que les gens ont envie d'entendre parler. C'est ça qui les préoccupe. Leur pouvoir d'achat, l'inflation, l'endettement. Oui, la langue française, dans certains cas, je comprends qu'il y a des gens à Montréal que ça les préoccupe de se faire parler en anglais partout où ils vont. Je le comprends. Mais tu peux pas baser un programme politique sur des créations de méga structures, Ben non. d'offices de langue. Tu sais, pensez-vous que c'est la police de la langue qui va sauver la langue française, là? C'est carrément, tu sais, dans le fond, c'est tellement la pensée étatiste mur à mur. On a juste à faire une loi pour plus que le français soit en déclin, puis ça va arrêter, tu sais. Voyons, c'est Voilà. pourquoi pas une taxe aussi? On va taxer le monde qui parle en anglais, tu sais, comme ça, ils vont arrêter de parler en anglais. On n'est pas loin d'être rendu là, là. Fait que les gens qui veulent lire le texte, je le répète, disponible sur patreon.com/isénéchal et sur le Dark Channel de Facebook. On s'en va justement sur Patreon pour continuer ce dossier-là.